Eh bien bonjour à vous tous, HTV le live, il est bientôt 18h. Et aujourd'hui c'est samedi, parlons peu, parlons vrai. Nous allons parler de l'actualité bien sûr. Et pour ceci, nous avons bien sûr sélectionné les meilleurs avec Luigi que vous connaissez, Brigitte aussi que vous connaissez. Et puis nous avons un tout nouveau, et pas n'importe qui, monsieur Paul Guy, qui est en direct de la Belgique. Paul, bonjour, comment vas-tu et peux-tu te présenter rapidement? Rapidement, oui, bonjour, Paul Guy, voilà, c'est mon nom d'artiste, puisque je suis principalement artiste, humoriste, spectacle de scène. Je suis belge, plus qu'une fois, hein, parce qu'en général, on dit « Oh, vous êtes belge une fois ?» Bon, ben oui, même plus que ça. Donc, voilà, j'aime faire rire, c'est ma passion. Et aussi, j'aime ce contact social de scène. Je me suis aussi lancé dans le tourisme, chauffeur de car, de tourisme, j'adore ça, c'est génial, voilà. Donc, voyager avec les gens, les amuser dans le bus, les animer, voilà, brièvement. Il y a plus, hein, mais je ne vais pas en mettre trop pour commencer. Alors, on rappelle juste que tu feras partie d'une autre émission spécialement dédiée à toi pour nous raconter ton art. Cette semaine, je vous ai réservé pas mal de sujets parce que l'actualité est franchement grande. On va parler bien sûr du Covid, du déconfinement, que ce soit à la fois sur la Belgique et sur la France. On va parler aussi du docteur Raoul, d'incivisme, du coup de gueule de Luigi, de la réouverture à tout va. Nous parlerons de la politique de Trump et la réouverture des piscines, les gilets jaunes et la réouverture des restaurants. On va commencer par Paul, puisque c'est le nouveau qui est arrivé. Comment s'est passé le confinement en Belgique? Bon, alors le confinement, moi, en bref, j'ai vécu 18 ans dans le sud-ouest de la France, bien sûr. Je suis rentré en Belgique en décembre pour me rapprocher, pour être plus proche de mes enfants, petits-enfants, etc. Eh bien non, terminé, confinement, j'ai vu très peu de monde. Comment ça s'est passé? Je suis arrivé pratiquement au début et comment ça s'est passé? Je crois que comme pour tout le monde, ça a été très très dur. Donc au début, tu as énormément d'hésitation, une énorme peur. Donc ça se passe, on va dire, assez bien. C'est-à-dire que tout le monde se confine. Mais très rapidement, et ça je suppose qu'on en parlera plus tard, il y a tellement de contrariétés médiatiques et dans le monde médecine qu'il y a des choses qui se relâchent, parce qu'on n'y croit plus trop. Voilà. Donc le confinement s'est très bien passé en général, les preuves Ça a été bien respecté sont là. Ah, ça a été bien respecté parce qu'on sait je te demandais, est-ce que ça a été bien respecté puisque on sait qu'en France on a été aussi confiné et que le démarrage du confinement a été un petit peu difficile, quoi. Oui, la différence entre la France et la Belgique, le confinement, je crois qu'il s'est bien passé des deux côtés, mais la France, je trouve qu'elle était quand même un peu plus sévère, un peu plus rigide. C'est-à-dire, vous deviez imprimer une attestation, parler d'ici à là, de telle heure à telle heure, etc. On n'avait pas ça en Belgique. Donc, on pouvait sortir, on nous disait bien, restez à la maison, s'il vous plaît, restez à la maison, rester confiné, mais si tu vas faire tes courses, les premières nécessités, les courses, les alimentations, etc., tu n'as pas besoin d'avoir une attestation pour dire je vais là, je suis parti à telle heure, etc. Donc c'était un poil plus souple quand même, par rapport à la France. Et le déconfinement alors? Comment ça se passe? Le déconfinement, il se passe bien. On est en train de lâcher du lest, évidemment, de plus en plus. Ça se passe bien. En plus, bon, pendant le confinement, on a eu du très très beau temps, comme chez vous d'ailleurs, je pense aussi. Mais là, on a encore toujours du très très beau temps, du beau soleil, etc. Donc ça fait bien. Donc, il y a de plus en plus de monde qui sort quand même. Donc le déconfinement, je vais dire, il se passe très bien aussi. Voilà. Donc pour le reste, je n'ai
suis pas ici à surveiller le déconfinement et le confinement, donc je ne peux pas vraiment donner des chiffres, mais je veux dire qu'en général, ça se passe assez bien. Attendons la suite des événements, bien sûr. D'accord. Je rappelle que si vous voulez poser des questions, Brigitte et Luigi, il ne faut pas hésiter, ainsi que toi, Paul. On va attaquer le premier sujet, docteur Raoul. Alors, est-ce que c'est la fin d'un prophète ou pas, le docteur Raoul, avec une étude qui est sortie? Il est même connu en Belgique, hein, c'est ça, hein, Paul, hein, que je me trompe pas? Oui, il est connu partout, bien sûr. Et quand tu me poses la question à moi, là en particulier, le docteur Raoul, bon, mon impression, c'est mon sentiment, c'est ma perception des choses que je perçois à travers les médias, bien sûr, parce que je ne connais pas le professeur Raoul directement. Moi, j'ai très forte confiance dans ce docteur Raoul. J'ai confiance, voilà. Maintenant, c'est quand même un remède, la chloroquine, qui date de, je vais presque dire de Mathusalem, qui a fait ses preuves quand même, mais bon, je trouve qu'il y a trop de controverses dans ce sujet, donc moi, Raoul, il m'inspire confiance. Parce qu'il y a une étude qui est sortie ici en France et qui a démontré le contraire, et je crois que maintenant la chloroquine est interdite. Oui, Brigitte. Oui, moi je vais aller plus loin que Paul, je vais oser. Pour moi, je lui fais une entière confiance à ce professeur. Et encore une fois, c'est le pognon qui régente tout. Et ces études qu'on nous a faites, même si ça vient de l'OMS, je suis persuadée que c'est truqué. Et c'est uniquement parce qu'on cherche à sortir des médicaments qui coûtent la peau du cul et qui rapportent à l'industrie pharmaceutique. Voilà, je l'ai dit. Je te rejoins là, Brigitte, je suis entièrement d'accord avec toi. Luigi, tu as un avis sur la question ou pas? Oui, exactement. Je rejoins Paul et Brigitte. Avec Brigitte, on en avait déjà discuté la semaine dernière, où effectivement, on sait que c'est du lobbying, quoi. Voilà, c'est du lobbying pharmaceutique. La chloroquine coûte peanuts, et donc forcément, presque quasiment, ça serait pas quasiment pas remboursé par la Sécu parce que tellement ça coûte peu cher. Mais c'est vrai que derrière, peut-être que les grands laboratoires pharmaceutiques vont produire des cachets sur ordonnance qui vont être peut-être aussi pas remboursés, aussi par la sécurité sociale, et du coup qui vont coûter un pognon fou. Donc on est d'accord, on est toujours dans le système du lobby, exactement. Donc on est complètement perdu. On est complètement perdu. On ne sait pas si c'est bien, si c'est pas bien. Maintenant, il y a le doute qui est quand même qui est mis sur la table quand même. Ouais, tout à fait. En plus, le docteur Raoul qui est quand même professeur, c'est quand même le professeur Raoul. Je veux dire, en plus c'est un monsieur qui a une forte tête. Donc du coup, personne ne lui fait peur, hein, grosso modo. Hein. Donc on voyait bien pendant le confinement sur les hôpitaux à Marseille où il y avait des queues, les gens faisaient des queues pour aller chercher de la chloroquine. Donc voilà, par contre il dérange. C'est un monsieur qui dérange. Voilà. Ah, oui, mais il dérange Big Pharma. Hein. Exactement. Exactement. C'est un peu scandaleux quand même la façon dont on nous traite. Moi, j'ai vu qu'il y avait pas mal de médias qui ont discuté, il y a eu beaucoup de débats à ce sujet-là, et tout le monde était d'accord pour se dire que tout ça, ça va se terminer au tribunal. Certainement. Oui, de toute façon. Oui, peut-être. J'ai encore des doutes que ça se terminera au tribunal. Parce que les puissants, là, les puissants ils sont tellement puissants qu'ils vont pouvoir éviter justement le tribunal. Je suis pas sûr que ça passera au tribunal. J'ai des doutes. Affaire à suivre alors. Affaire à suivre. On va parler d'incivisme avec une photo que Luigi a partagée sur les réseaux sociaux. Je vais d'ailleurs la montrer aux gens de suite. Si tu peux nous parler de cette photo qui t'a fait, tout sauf sourire, Luigi. Alors, si tu veux, c'est toujours pareil. On est depuis quelque temps, avec le confinement et bien avant, quand on avait toutes les manifestations et les gilets jaunes, on crie et on vomit sur les forces de l'ordre, effectivement, parce que dans les forces de l'ordre, on a des dérapages, comme dans toutes les professions, hein, voilà. Et on se rappelle la dernière bavure, enfin pas bavure, mais le dernier gros crash qu'il y avait eu en banlieue parisienne, où effectivement, lors d'un contrôle, un jeune homme avait perdu, un jeune homme qui était en motocross quand même, hein, en moto de cross dans les rues, qui faisait du gymkhana, avait donc là il y a l'enquête en cours, on peut pas trop savoir ce qui se passe, hein, si c'est la portière qui s'est ouverte toute seule ou effectivement si c'est la jambe. Il a percuté la porte et à la suite de ça il a perdu sa jambe. Sauf que là cette semaine il y a eu un contrôle de police
et un automobiliste a volontairement foncé sur un motard. Et il a pris un sandwich et le motard a eu sa jambe grièvement blessée avec un traumatisme crânien. Et là, bien sûr, sur les réseaux, on dit effectivement que on s'alarme pas, quoi. C'est-à-dire autant sur la semaine dernière ou il y a 15 jours sur le jeune homme dans la banlieue, on a critiqué la police en disant que c'était un homicide, ils avaient forcé ils avaient ouvert la portière pour faire exprès. Sauf que là, on a quand même quelqu'un qui fonce volontairement sur un policier. Moi, j'appelle ça un homicide, je suis désolé. Et en plus, c'est volontaire, parce qu'ils foncent sur les policiers. Et là, comme par hasard, on n'en entend trop pas parler, quoi. Voilà. Donc, c'est vrai qu'actuellement, les policiers sont pris par les médias parce que il y a beaucoup de dérapages. Et moi, je peux vous garantir qu'ils sont plus que sous pression, les policiers, dans tous les sens du terme. Quand c'était le Bataclan, là par contre on leur a pas caché dessus et on leur a fait des d'honneur. Voilà, c'est qu'à un moment donné les gens ils oublient vite, quoi. Voilà, les gens ils sont juste là à l'instant T et je pense qu'il y a des choses qu'il faut pas oublier et il faut se mesurer quand on fait des commentaires sur des types de situations comme ça. Voilà. Voilà mon coup de gueule. Si je peux me permettre. Vas-y, Paul. Si je peux me permettre, évidemment, ça crée énormément d'agressivité. Mais cette agressivité, elle vient de en haut. Donc on a monté vraiment, déjà les gilets jaunes, etc., la police, la gendarmerie, qui sont des métiers honorables. Moi, je respecte ces métiers, ce sont des métiers fabuleux. Je me demande des fois qui se trouve en dessous de cet uniforme. Parce que l'uniforme cache quand même certains personnages qui ne sont pas toujours clean et qui sont très agressifs hors de ce qu'il serait nécessaire. Donc ça a amené beaucoup de violence, beaucoup de haine envers cette profession. Ça a amené beaucoup de haine. Et c'est pas ni de la faute des citoyens, ni de la faute de la police, gendarmerie, enfin des trucs de l'ordre, des forces de l'ordre. Ça vient d'en haut. Régner pour mieux diviser, pour mieux régner. Donc, et c'est exactement ce qui se passe. Donc, ça c'est mon avis. Ouais, non, mais c'est bien, on peut les forces de l'ordre. Ça, franchement, j'ai énormément de respect. Mais des fois, je manque aussi un peu de respect. Je ne l'ai jamais fait publiquement. Mais des fois, j'ai quand même aussi envie, quand je vois des vidéos où c'est flagrant, c'est pas nécessaire de taper des handicapés ou n'importe quoi. Pourquoi? Donc, il y a une certaine haine qui est amenée. C'est ça. Mais c'est pas de leur faute. Ça vient d'en haut. Voilà. Je voulais quand même donner ce petit point de vue-là. Brigitte, voilà. Ton point de vue sur le... Oui, je suis assez d'accord avec ce que dit Paul. Moi, je suis quelqu'un de très discipliné. Je respecte toujours, et je suis très, très admirative des forces de l'ordre, des pompiers, toutes ces catégories professionnelles. Mais c'est vrai que des fois, il y a des abus. Mais par contre, Luigi a raison, quand il y a des abus de leur part, on en fait des montagnes, alors que quand il y a des abus du citoyen qui ne respecte rien, là, c'est presque normal, il faut accepter. Là, je rejoins Luigi. Voilà. Est-ce que vous pouvez... Oui, en fait, c'était ça, c'était juste sur l'instant T, sur le fait. Après, on est bien d'accord que dans toutes les professions, hein, on a des gens qui font des excès de zèle, des excès de supériorité, on est bien d'accord. Voilà. Même dans le monde médical, avec cette affaire qui se passe maintenant, il y en a qui médecins, professeurs, je parle pas de Raoul justement, mais d'autres qui... il y a ça qui compte, quoi. Exactement. C'est tout. On parle aussi d'une autre... C'est aussi une sorte d'agressivité, hein, parce qu'ils nous agressent quand même indirectement avec de la médication et de la chimie. Ouais, on parle aussi d'une autre... C'est très général. On parle d'une autre photo que Luigi, tu as fait circuler sur les réseaux sociaux avec une dame âgée qui qui est accrochée à un poteau dans un tram ou dans un métro, je sais pas trop. Oui, alors alors tu peux nous décrire la photo, oui, je la montre là. On voit une photo où on a deux jeunes personnes qui sont assises. Je pense que c'est dans un bus ou dans le tramway, je sais pas dans quelle ville. Donc deux jeunes personnes et puis une dame une trentaine d'années et une mamie qui se tient en poteau à la rambarde du tramway mais tout au long de
et les gens sont sur le portable. Donc du coup, ils sont occupés, ils sont dans leur effet tunnel. Et la pauvre mamie, elle se tient avec la barre. Plutôt, c'est la barre qui la tient, le cher. Voilà. Donc là, je me dis que plus ça va, voilà. Alors, je sais même pas si c'est de l'incivisme. C'est du comportement qui est en train de vraiment on a plus c'est un manque de respect, quoi. Et encore, je sais pas, je comprends pas. Voilà. Mais pourtant, ça, je comprends pas. Mais pourtant, on avait dit, et tout le monde l'a matraqué partout. Demain, ça sera différent. On va changer, on va forcément changer avec ce qu'on a vécu. Et aujourd'hui, on arrive encore à voir des photos comme ça circuler. Ouais. Ben voilà. Mais ta photo, elle est actuellement. Alors, je sais pas si elle est actuellement ou même si elle a quelques années, mais en tout état de cause, même si elle a quelques années, c'est encore plus alarmant, parce que ça veut dire qu'il y a quelques années, ça retransmet un peu l'image des gens, et je pense qu'elle est assez récente, voilà. Mais c'était plus, si tu veux, au-delà, c'est vrai, de la notion de temps, c'est l'image que ça a donné, quoi, c'est l'image que ça renvoyait, voilà. Une dame qui devait être très âgée, qui avait son petit cabas, et je comprends pas, voilà, je me mets à la place de ces enfants qui devraient être en colère de voir que cette mamie reste debout et elle dit rien en plus. Parce que, bon, c'est une photo qui est prise, mais la photo est parlante. Voilà. Alors, moi, je pense que c'est quand même, plus ça va, tout ça c'est de la pédagogie, quoi. Avant, c'est de l'éducation aussi. Avant, on avait à l'école, je pense qu'on l'a tous eu, on avait quelque chose qui s'appelait l'instruction civique, où on nous apprenait ce genre de choses. Et maintenant, j'ai l'impression que tout ça s'est passé aux oubliettes. On préfère s'occuper d'un tas de trucs qui ont peut-être une importance plus relative. Et ça, qui est la base quand même de l'éducation, on n'en parle plus. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Après, c'est aussi à nous, enfin, anciens, mais à nous, les adultes, à remettre les choses. Moi, j'ai mon fils qui joue dans une équipe de foot, là, ils ont 18-19 ans. Souvent, ils arrivent à l'entraînement, ils ont casquette et écouteurs. Et quand l'entraîneur leur parle au début pour leur dire bonjour, la première chose qu'il leur dit, c'est tu enlèves ta casquette et tu enlèves tes écouteurs pour me dire bonjour, quoi. Voilà. Donc, ça commence par là. Si effectivement, à la maison, peut-être que c'est pas fait, mais on a encore un peu, des fois, dans le milieu sportif, dans le milieu culturel aussi, hein. Mais c'était aussi de notre devoir de donner au moins, alors on changera pas la roue, comme on dit, mais de donner un peu une impulsion et de faire comprendre aux jeunes hommes qu'il y a une marque de respect, et le marque de respect, ça commence par ça. Et Paul, est-ce que à la maison, on doit. Les parents ne doivent pas se défausser complètement sur l'éducation nationale. Alors, juste Paul, puisque toi tu es en Belgique, est-ce qu'il y a aussi, pareil qu'en France, de l'incivisme où le peuple belge est beaucoup plus respectueux? C'est difficile d'aller faire une différence de sociabilité entre un pays que j'aime et un pays que j'aime aussi. Donc, il y a de l'incivisme aussi, hein, ça je vous garantis. Si je te pose cette question-là, c'est que moi, par exemple, qui ai vécu en Allemagne pendant 10 ans, ça n'existe pas en Allemagne. Alors, bien sûr, ça peut exister, je veux dire, mais c'est pas dans leur éducation, quoi. À la base, c'est vraiment ça, on le voit jamais, quoi. C'est pour ça que l'Allemagne, c'est beaucoup plus cadre, c'est comme ça, c'est pas comme ça. Tu vois. Et en Belgique, on est comment alors? En Belgique, on est comment? Ouais. On aime bien s'amuser en Belgique. On a beaucoup travaillé aussi, parce qu'on travaille, il ne faut pas croire. Mais c'est aussi la grande. Bon, tu sais, la Belgique, elle n'est pas grande. Elle est toute petite. Tu vois? Oui, mais c'est le bordel quand même chez vous. La Belgique en vélo en 1 heure. J'exagère évidemment. Mais tu as quand même trois cultures différentes. Puisque tu as les Flamands, les néerlandophones, les Flamands qui touchent la Hollande, tu as les francophones, donc la Wallonie, pas la Wallonie, hein, c'est la Wallonie, et puis tu as un petit département tout à fait en bas contre l'Allemagne, donc c'est la communauté allemande. Eh bien, la différence, je vais principalement parler, mon avis toujours, flamand, francophone, wallon. Le flamand, il a plus la mentalité germanique, l'allemand. Voilà, c'est Arbeit, on travaille, mais quand on a fini le travail, on peut s'amuser. Mais quand le temps est là, on n'a
quête de s'amuser, non pas de travailler. Ça, c'est le flamand. C'est très vaste, c'est très général ce que je dis. Le wallon, il travaille aussi, il ne faut pas croire, hein, c'est pas des feignants pour autant. Ils travaillent beaucoup aussi. Mais s'ils font la fête et que s'ils n'ont pas fini la fête, ben, ils continueront demain encore un petit peu la fête, quoi, tu vois, et on reportera le travail un peu plus tard. Il sera fait. Le wallon est plus bon vivant, on fera plus. Ouais, mais encore un verre, voilà. Donc, voilà, c'est une grande différence, mais les deux, voilà, le flamand est plus carré, mentalité allemande, et le wallon est plus souple. Ah, moi, Comparé à la... J'ai une autre question pour toi, c'est que nous, on a un gouvernement, les prises de décision en période Covid et après Covid, c'est très difficile pour un gouvernement en place de prendre des décisions, parce qu'en France, on n'est pas content, parce qu'il y a ceci, parce qu'il y a cela. Donc ça reste un métier très difficile quand même. En Belgique, vous n'avez pas de gouvernement. Comment vous vous débrouillez là-bas? Attends, non, on était en bonne route pour rebattre le record du monde d'un pays sans gouvernement. Puisqu'on a quand même réalisé ça il y a quelques années, plus de 500 jours sans gouvernement, tout allait très bien. Bon, ceci dit, tout va très bien, mais les investissements étrangers se retiennent, évidemment, forcément, parce que qu'est-ce qui va se passer avec ce pays? Je ne suis pas du tout politica, je ne crois pas dire des conneries, bon, c'est comme ça. Et là, on était bien reparti, on était, je crois, de nouveau à 400 jours. Oh, il y a ce Covid qui est venu tout gâcher. Et donc, on était sans gouvernement, et donc, la Belgique a créé un gouvernement de transition. Donc, la première ministre Sophie Wilmès, etc., et les experts médicaux et autres, ce gouvernement-là est en place pour le temps du Covid. Et c'est un gouvernement de transition. D'accord. On n'est pas sans gouvernement. D'accord, ok. Alors nous, on va parler d'un autre sujet, c'est la réouverture à tout va. Alors Montpellier, on réouvre les sites nature, Frontignan, La Gardiole, Salins-des-Bois et les bois des Aresquiers. Les plages, je pense qu'elles sont ouvertes, Luigi, aussi à Frontignan, non? Non, en fait, les plages ont rouvert cette semaine en dynamique, dite dynamique, comme les autres communes, et toutes les plages réouvrent mardi, quoi, le 2 juin. D'accord. Alors on va faire un petit tour de table. Qu'est-ce que vous pensez de toutes ces réouvertures? Est-ce que c'est peut-être aller un peu trop vite ou pas? Luigi. Brigitte qui? Ah, moi, eh ben, écoute, trop Allez, vite. vas-y. Alors, je vais dire que non, parce qu'effectivement, j'avais donné mon avis sur l'histoire des plages dynamiques, où j'avais trouvé ça, je savais que ça serait une grosse bêtise, puisqu'en fait, encore une fois, Paul, nous, les Français, on est indisciplinés. On nous dit blanc, on fait noir, on nous dit noir, hein. Enfin bon, voilà. Donc, dimanche dernier, comme je l'ai dit, c'était la course entre les policiers et les gens qui avaient les glacières. Les gens se posaient avec les glacières pour les manger, les policiers arrivaient, leur disaient non, il faut partir. Ils partaient, ils allaient aux voitures, quand les flics partaient, hop, ils revenaient. Voilà. Donc ça, c'est le français, il aime la provocation. Donc je savais très bien que ces plages dynamiques, ça allait être n'importe quoi. Parce qu'encore une fois, ça marche très bien en Australie, parce que ça a été tiré d'Australie. Ça marche très bien, mais eux, culturellement, depuis des années, depuis des décennies, ça existe comme ça. Voilà, les gens ont bravi l'interdit. Donc du coup, je pensais, pour moi, mon avis personnel, c'était qu'il fallait laisser fermer. Voilà, ça permettait de déconfiner progressivement certaines choses. Je pense qu'il y avait des choses qui étaient beaucoup plus importantes que les plages, avant tout. Et là, bon, maintenant on rouvre le 2 juin, donc je pense que progressivement ça va être bien, ça y a pas de souci. On s'aperçoit qu'effectivement les lycéens vont commencer peut-être à en reprendre. Les bars qui vont commencer à rouvrir, comme on le disait la semaine dernière, les bars, les restaurants, eux, il fallait vraiment qu'ils rouvrent. Donc je pense que pour eux c'est une très bonne chose, même si effectivement derrière il va y avoir certaines complications. On va en parler. On va en reparler, ouais, on va en reparler. Voilà. Brigitte, est-ce qu'on va trop vite? Ouais, mais on en avait parlé la semaine dernière. La réouverture des plages, moi j'ai toujours été étonnée de ces plages dynamiques qui étaient ouvertes avant que les restaurateurs puissent ouvrir. Parce que bon, moi je vois à Palavas, Frontignan, tu te promènes sur la plage, après tu vas boire un café ou tu vas boire quelque chose au petit bar du coin. Et là, je me suis toujours dit qu'il y avait un manque de synchronisation qui m'a vraiment choquée. Alors bon, les plages dynamiques,
les gens qui vont prendre leur bain, qui repartent avec la serviette, je ne sais pas, je trouve que c'est un peu compliqué. Donc autant les laisser fermer et puis après les rouvrir comme il faut, en même temps qu'on permet aux restaurateurs d'ouvrir. Voilà. Donc c'est très bien, à partir du 2, on retrouve une cohérence, une synchronisation, et moi ça me va bien. Paul, de ton côté. Si tu veux, Willy, juste pour rebondir sur ça, Ouais. c'est vrai que pour les plages, on est dans un milieu quand même qui est très aéré, très ventilé. Donc le risque, le risque de contamination il est quasiment nul. Moi, c'est juste le principe. On sait très bien que si on met du dynamite, les gens vont bravir l'interdit. Voilà, c'est juste ça en fait. Voilà. Mais je ne sais pas si vous avez vu l'info circuler, c'est qu'à Cannes, quand même, ils font fort. Ils désinfectent le sable. Non, Ouais, ouais. C'est pas une blague belge. Hein. C'est un peu comme la grande motte qui a marqué, qui a fait des parts pour. Voilà, c'est pour. Ouais, c'est bon. Qu'est-ce que tu en penses, Paul? Ben, écoute, là, je crains de me faire des ennemis, je crains que je ne vais pas vraiment à votre rencontre. Donc, pour moi, je vais être catégorique. Je ne suis pas médecin, je ne suis pas politique, je suis pas. C'est mon avis perso de tout ce que je perçois médiatiquement, bien sûr, mais qui sont les médias. Je ne parle pas de médias super, HTV, etc. Je parle des gros médias qui appartiennent à qui, etc. On ne va pas faire l'enquête, on sait très bien. Donc, on nous dit de dire ça et nous, on doit gober. Pour moi, sincèrement, très honnêtement, du fond du cœur, mon sentiment, c'est il ne fallait pas confiner. Je suis sûr que pour moi, il n'y avait pas plus qu'une grippe habituelle. Seulement, si je peux donner ma théorie de cette déclaration, c'est que je pense que la génération actuelle, par rapport à la génération d'avant, on surprotège les enfants. Donc les enfants, tu as un enfant, etc. Oh, qu'est-ce qu'il y a? Viens te couvrir, etc. Viens, on va chez le docteur, etc. Médecin, etc. Les anticorps de la nouvelle génération ne sont plus du tout actifs. Donc le moindre truc qui arrive, la grippe de cette année-ci, elle fait des ravages. Mais elle fait moins de ravages que toutes les grippes des années précédentes. Encore une fois, je dis, s'il vous plaît, ne me fusillez pas, c'est mon avis, c'est tout à fait... J'ai peur pour l'année prochaine et pour l'année d'après. Parce que là, on est de nouveau en train de, c'est ce qu'ils font, de fragiliser la population. Mettez le masque, des gels, désinfectez-vous, désinfectez ça, se laver les mains, il a toujours fallu le faire. Voilà. Donc, on fragilise et l'année prochaine, la prochaine grippe qui arrive, il y en a une chaque année, hein, il y a des grippes. On vit dans un nuage de virus quand même, il ne faut pas l'oublier. L'année prochaine, il y aura de nouveau une grippe qui va arriver. Et on sera encore plus fragile et ça va encore faire plus de mal. C'est mon avis perso, voilà. Oui. En parlant, Paul, des enfants, chez nous maintenant, enfin, on nous a sorti ça il y a un an ou deux, là, on oblige à faire 11 vaccins presque dès la naissance. Est-ce que c'est pareil chez vous? Non, je ne crois pas que. Non, je ne crois pas. Il y a les premiers vaccins qui sont obligatoires. Je ne sais plus. Mais non, on n'est pas encore sous ce régime-là de 11 vaccins obligatoires. Non. Parce que là, je ne suis pas de nature. Je ne sais pas si je peux me permettre de le dire, mais là je trouve que c'est une absurdité. Voilà. Autant les vaccins, le Duthécoque polio, là, ça semble assez basique à conserver. Mais alors là, maintenant, 11 vaccins, un enfant qui vient de naître, on lui inflige 11 vaccins, donc il faut tout de suite aller voir les homéopathes pour qu'ils donnent vite des doses qui permettent que leur corps assimile tout ce poison qu'on vient de leur mettre en eux. Enfin bon, moi je trouve qu'on vit un monde de fous où on tue nos enfants. Ouais. Luigi, je peux juste me permettre une petite remarque encore. Je te rejoins entièrement là, Brigitte, entièrement. Mais prends un exemple tout simple. Je faisais beaucoup de jardinage et tout ça dans le sud-ouest. Tu sais, on gagne sa croûte comme on peut. Et je me souviens, chez une dame, je me fais une petite égratignure au bras, il y a une petite goutte de sang qui coule. Une dame âgée, mais adorable. Elle me dit, oh, mais venez, je vais vous désinfecter ça. Et je lui racontais la petite histoire. J'ai dit, écoutez, pourquoi vous faites ça? Moi, j'éduque
j'entretiens et je loge mes anticorps, moi. Ils doivent bosser, hein. Donc, dès qu'il y a quelque chose, hop, alerte, ils arrivent. C'est une armée dans votre corps. Vous avez déjà vu une armée au monde qui n'est pas entraînée? Voilà. C'est pareil là. Donc, ils arrivent. Si vous arrivez avec un élément extérieur, chimique ou n'importe quoi, hein, si vous arrivez avec du désinfectant, les anticorps, ils arrivent. Ah, il y a déjà du monde sur place, bon, on n'a plus rien à faire, on retourne. Et donc, ils vont s'affaiblir aussi, et votre corps s'affaiblit. Voilà. C'est à ça que je veux en revenir un petit peu. Encore une fois, je rappelle, je ne suis pas du tout scientifique, hein. Je suis humoriste, mais je ne le dis pas pour rire. Luigi, tu veux peut-être intervenir sur ce qu'a dit Paul par rapport au virus comparé au virus de la grippe? Alors, si tu veux, en comparaison avec le virus de la grippe, oui, effectivement, le virus de la grippe fait chaque année des mortalités, il n'y a pas de souci. On a bien vu que le Covid partait très rapidement dans les problèmes de difficultés respiratoires pour certains. Et la problématique du Covid, c'est qu'il faut mettre les gens sous assistance respiratoire. Donc le confinement a été fait d'une part pour baisser la propagation de ce virus, mais aussi surtout pour laisser le temps au milieu hospitalier de pouvoir traiter toutes les personnes, quoi. Voilà. On voit actuellement les États-Unis qui sont à la ramasse complète, l'Italie qui au début qui a été vite submergée, et bon, et le Brésil malheureusement, comme on en a parlé la semaine dernière, où là ils maîtrisent rien du tout, et voilà. Donc effectivement, des grippes aussi au Brésil par exemple, ils en ont. Il y a des gens qui meurent, mais quand même moins que le Covid. On s'aperçoit que quand même le Covid fait quand même beaucoup plus de dégâts que la grippe, quoi. Voilà. Et à l'heure actuelle, on est en train même de se poser la question, puisqu'on voit que dans les pays chauds, on avait dit, les scientifiques avaient dit qu'effectivement, avec la chaleur, il devrait avoir un ralentissement, puisque le virus devrait mourir, et on voit qu'en fait, dans les pays chauds, il ne meurt pas, quoi. Donc voilà, donc on ne sait pas trop comment on va passer l'été, on va voir. Voilà. Mais effectivement, pour le confinement, moi je pense que c'était une bonne chose. Alors c'est une première fois dans notre vie, et puis même dans le 21e siècle, hein, c'est compliqué, c'est bizarre. Oui. On a vu que le Royaume-Uni au début, le Premier ministre avait dit, écoutez, non, nous on ne va pas confiner parce qu'effectivement, il faut que tout le monde l'attrape. Hein. Il faut que tout le monde crée des anticorps, donc comme tu dis, voilà, pour s'immunir. Et puis très rapidement, ils sont aperçus que on n'arrivait plus à traiter tout le monde, quoi. Donc il a fallu confiner. Voilà. Donc moi je te dirais oui parce que voilà, pour avoir vu quelques cas, c'est vrai que si on les avait laissés à la maison, on était certain qu'ils allaient mourir. On en a quand même sauvé beaucoup, malgré le nombre de personnes qui sont décédées. Il y a quand même beaucoup plus de personnes qui ont été soignées grâce à une hospitalisation, une prise en charge. Mais je tiens à saluer quand même, je profite parce qu'on pourrait croire que, je tiens quand même à saluer et à féliciter un grand bravo pour tout le milieu hospitalier. Ah oui. Voilà. Oui, donc je tiens quand même à le dire. C'est pas que je suis absolument contre, c'est pas que j'ai envie, j'explique juste mon sentiment. Ouais, parce qu'en plus, je peux comprendre ta vision des choses, puisque vous n'avez pas été réellement très confiné en Belgique, d'après ce que tu dis, puisque vous étiez confiné, mais vous pouviez quand même sortir. Plus de liberté. Donc, si tu veux, c'était pas un confinement total, alors que nous, on était quand même dans un confinement quasi total. C'était plus souple. Voilà. Bon, nous aussi, il y avait des gens qui avaient des stylos effaçables et qui changeaient les heures toutes les 5 minutes. Moi, j'ai mon cousin qui est dans la police municipale du côté de Villeneuve-Loubet, du côté de Nice, hein, et il me disait arrêtez des fois 10 fois la même personne qui promenait son chien dans la journée, quoi. Donc à un moment donné, il lui a dit écoutez monsieur, je veux bien, mais voilà. Vous voyez, donc c'est là aussi où on arrive, c'est difficile à mettre en application. Voilà. On va parler d'un autre sujet qui va être sympa, je pense. Direction les USA, Trump et sa politique et le Covid. Alors Trump, c'est quand même, il est spectaculaire quand même. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Un coup, et je me demande, mais c'est impressionnant quand même, parce que un enfant de 10 ans où il sort buvait de la javel pour, j'ai du mal à croire que la première puissance, les États-Unis, puisse avoir un président qui lâche autant de conneries en conférence de presse. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Luigi. Écoute, ouais, moi au début je pensais que c'était un humoriste, peut-être. C'est un ami à Paul, c'est un ami à Paul. Non, mais j'ai vu un reportage
Ah non, oui, Luigi, je te Vas-y, coupe. Paul, vas-y. J'ai vu un reportage après, mais encore une fois, c'est les médias. Ouais. Hein, on ne sait plus. On croit pas, quoi. Voilà, on est informé que par les médias, quand même. Donc, j'ai eu un reportage après qui disait qu'en fait, dans sa conférence, Trump avait dit, bon, comment est-ce qu'on désinfecte, comment est-ce qu'on tue les bactéries, les virus, etc. Il faut désinfecter avec de l'eau de Javel. Eh bien, les gens n'ont qu'à boire de l'eau de Javel. Ça a été dit comme ça. Il n'a pas dit, je ne sais pas si c'est vrai, hein. C'est la façon de le dire et les médias, justement, en ont fait tout un pataquès, comme on dit dans le sud-ouest. C'est voilà, de l'autre, Javel pour Trump, etc. Est-ce que c'est vrai? Est-ce qu'il l'a? Oui, oui, de toute façon, il l'a dit, mais ça engage que lui. Oui. Moi, ce qui m'impressionne, c'est la connerie des gens. Parce que Trump aurait dit il faut boire de l'eau de Javel, il y a des cons qui sont allés boire de l'eau de Javel. Donc tu crois rêver quand même. Tu crois rêver quand même. S'il y en a un qui me dit il faut se tirer une balle dans la tête pour être bien demain, je ne vais pas aller me tirer une balle dans la tête. Enfin, moi, c'est ça. Moi, c'est plus ça, parce que Trump, on le sait. Déjà, Trump, on se demande pourquoi il a été élu, mais bon, il est élu. Il y en a d'autres qui sont dans le même cas. Vous voyez ce que je veux dire? Mais bon, il est élu, il dit ce qu'il veut, mais aller le faire derrière parce que c'est le président de ton pays, c'est ça qui interpelle le plus, à mon avis. Mais le problème aussi, c'est que malheureusement, il y a des gens qui je suis persuadé, qui vont le faire. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'il y a des gens qui sont là et alors, je veux pas faire de la discrimination, mais pas par un manque d'éducation, par un manque de scolarité, etc. Mais moi, je le vois dans ma profession. Quand j'interviens, puisque bon, comme je suis sapeur-pompier, je fais des interventions des fois à domicile, et quand on discute avec les gens, ils ont une perception des médias, comme tu dis, Paul, tout autre. C'est-à-dire qu'ils prennent des fois à la lettre ce qu'on leur dit, ou des fois ils interprètent, et puis entre voisins. Voilà, comme elle disait Brigitte, on est presque à dire, mais demain pour soigner le Covid, il faut tirer une balle dans la tête, quoi. Mais des fois, il y a des gens je leur dis, mais messieurs, dames, non, c'est pas ça, voilà. Donc, c'est l'interprétation que les gens en font. Et je suis persuadé qu'il y a des gens qui ont du bord de la javel, ouais. Mais quand même aux États-Unis, avec tout ce qui se passe aux États-Unis, comme ce sont des États, hein, donc les gouverneurs, il y en a certains qui interdisent le masque, d'autres qui obligent le masque, il y en a qui protestent parce que le système économique est complètement verrouillé, il y a des tensions raciales avec ce qui s'est passé, puisque il y a... ça intervient vraiment, ça fait beaucoup, je trouve, quand même, pour les États-Unis, quand même, tout ça. Vous en pensez quoi? Bon, après, c'est un grand pays, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gouverneurs. Il y a quand même. Et en fait, c'est un pays, mais c'est comme s'il y avait 2 ou 3 pays, parce qu'on voit bien, suivant la Floride ou la Californie ou le Texas ou là-haut, dans l'Amérique du Nord, il y a beaucoup de choses qui sont différentes dans les cultures, etc. Donc, on peut penser qu'effectivement, c'est plusieurs pays dans un seul et même pays. Donc, du coup, on voit ce qui se passe à Minneapolis, là, avec la mort de ce monsieur-là. Voilà, c'est vrai que là, pour le coup, c'est inadmissible ce qui s'est passé, on est bien d'accord, voilà. Mais ça, ce qui s'est passé, il y en a tout le temps, malheureusement. C'est que là, à un moment donné, ça a été filmé et ça a été mis, mais il y en a tous les jours. Et en Russie, c'est pareil. On parle de la Russie, mais la Russie, la police, il faut voir comment ils traitent leurs citoyens. Hein. Donc, Poutine, il rigole pas, lui. Hein. Donc, voilà, vous voyez, on va par là. Voilà. D'accord. On va parler d'un autre sujet qui te concerne aussi, Luigi, tout le monde d'ailleurs, la réouverture des piscines. Alors là, on est dans un flou complet. Moi, il faut qu'on m'explique comment on peut réouvrir des piscines et qu'on m'explique qu'on peut contrôler les nageurs, la distanciation entre les nageurs. Alors moi, j'ai un peu du mal à imaginer un maître nageur derrière. Oui, Paul. Oui, en Belgique, de toute façon, la parade a été trouvée, c'est-à-dire qu'il faut ouvrir les piscines, mais pour éviter une propagation éventuelle, on ne mettra pas d'eau. J'ai dit à dire. Que du pastis. Ici, je rigole. Que du pastis. Il n'y a qu'en Belgique, hein. Il n'y a qu'en Belgique. Non, moi, je ne suis pas vraiment au courant des mesures prises pour les piscines. Franchement, je ne peux pas vraiment débattre avec parce que je ne sais pas quelles sont les mesures. Voilà. Ceux qui écoutent
Et voilà, c'est dépendamment de leur niveau. C'est pas vrai, hein, l'histoire de Padoue, hein, c'est une blague. Hein. Luigi, toi, est-ce que tu en sais plus ou pas? Alors, bon, je sais que les piscines vont rouvrir, voilà, sous des pressions diverses, parce que au départ, elles devaient rouvrir qu'en septembre, voilà. Mais il y a des piscines, je vais te couper, il y a des piscines qui sont ouvertes, puisque l'entraîneur Lucas entraîne dans une piscine sur un terrain de camping ici, dans la région. Ouais, tout à fait. Ben, en fait, les piscines privées, c'est sûr, il doit certainement entraîner. Il entraîne certainement dans un camping privé avec une piscine privée. Donc là, du coup, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Là, on parle des piscines municipales ou des piscines de l'agglo. Ben, la problématique, elle est pas tant dans l'eau, puisqu'on sait que dans l'eau, le virus, la coquille du virus s'éclate et donc se disperse. C'est plutôt effectivement la distanciation dans l'eau. Alors là, je ne sais pas comment ça va se passer. Peut-être qu'on va mettre des numéros, des tirages au sort, des euros d'affaires, ou comme chez le charcutier, voilà, je ne sais pas. Ou peut-être mettre des grosses bouées qui font 2 mètres de diamètre pour avoir une distance de 2 mètres. Voilà, comme à Aqualand. Non, après la problématique, on est bien d'accord, c'est dans les parties communes. Voilà, vestiaire, donc ça, je sais que dans beaucoup de salles, les douches étaient fermées. Les vestiaires, les vestiaires, il va falloir les ouvrir, mais voilà, c'est là où ça va être compliqué. C'est plutôt là. Après, et puis après aussi, il faut penser aux sauveteurs. Lors d'un acte de secourisme, ben, c'est la prise en charge de la victime, où là, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Moi, je vois pour les plages, pour les sauveteurs, parce que je m'occupe des sauveteurs au niveau de l'Hérault, on a mis tout en place un protocole qui est assez lourd, quoi. Je veux dire, donc il faut réfléchir à toutes les possibilités de protection du sauveteur et de la victime. Donc c'est pas évident quand on doit amener à faire un acte de secourisme, d'autant plus dans l'eau. Voilà, donc c'est plus un peu les mesures d'hygiène, je pense, au niveau des piscines qui vont être compliquées pour les directeurs de piscine et pour les directeurs d'agglo pour les mettre en place. Et puis il faut penser aussi qu'il y a des athlètes de haut niveau qui doivent reprendre dans les entraînements parce qu'ils doivent nager, quoi, de se maintenir, effectivement. Donc moi j'aurais donné plus une priorité enfin, pour eux dans un premier temps. Maintenant, c'est vrai que alors nous on a la chance d'avoir la mer, mais à l'intérieur, je comprends que quand les gens veulent aller se baigner, il n'y a pas forcément des lacs ou quoi. Et les piscines sont là pour accueillir le public. Et voilà, il faut essayer de réfléchir à ces mesures-là. Voilà. J'avais un projet de réunion avec des amis et tout, une sortie en piscine et tout, mais c'est tombé à l'eau. Ouais, c'est ça. Pardon, non, mais c'est bien. Ça relève le niveau, Paul. Non, voilà. Voilà. Brigitte, si tu as eu un peu plus d'écho, toi, de ton côté, mais voilà, pas plus. Non, guerre. Ouais, c'est compliqué, c'est sûr, mais bon. Je pense qu'il y a plein de choses qui sont compliquées là. Dans les écoles aussi, c'est compliqué. Bon, c'est partout un peu compliqué, partout où les gens ne peuvent pas être en télétravail et faire. Tout le reste est compliqué, je pense. Après, c'est toujours pareil. C'est que là, on ouvre, on déconfine, on fait le déconfinement possible. On va donner une certaine évité des distances on va en parler après pour les bars et les restaurants. Mais c'est toujours pareil. C'est quand quelqu'un va attraper quelque chose, comment ça va se passer, quoi. Et c'est là où un peu les gens sont un peu craintifs. Des deux côtés, hein, autant les professionnels que les publics, quoi. C'est que si jamais on est contaminé dans un lieu public, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Et donc, c'est, du coup, la responsabilité pour le directeur de piscine, par exemple, ça va être compliqué. On risque de lui fermer sa piscine, etc., etc. C'est pour ça que je suis un peu sceptique sur ça. Moi, je me dis que plus on s'écarte du déconfinement pour certaines ouvertures, mieux c'est. Maintenant, je comprends qu'il y a des économies qui doivent repartir. Voilà, le problème il est là aussi. Okay. Est-ce que, Paul, nos gilets jaunes sont connus en Belgique? Je crois. Je n'étais pas en Belgique lors des grandes. La première, 17 novembre 2019, c'était la première journée des Gilets jaunes. J'ai participé, tu vois, à Pérorade, où j'étais, Pérorade, Pierre Troué en basque ou en hollandais, en gascon, je ne sais pas. Donc, mais Pierre Troué, donc c'était Pérorade, j'ai participé et je tournais avec beaucoup de gens autour du rond-point. Bon, je l'ai fait une fois, hein, c'est normal. Mais c'est aussi tout un débat, les Gilets jaunes. Il y a des choses qui sont recevables, qui sont compréhensibles, mais ce qui s'est passé encore une fois, c'est qu'on a lancé des casseurs dans toutes ces manifestations, et principalement à Paris, et ça a fait, c'est une mini-guerre civique, quoi. Donc,
guerre civile. Donc, je crois que l'idée des Gilets jaunes était sobre et bien revendiquée, mais ça a été contré de cette façon-là. Donc, est-ce qu'il va encore y en avoir des actions des Gilets jaunes ou... Je ne sais pas si en Belgique il y en a eu. Voilà. Je crois qu'il y a eu des actions similaires, ressemblantes aux Gilets jaunes, qui s'appelaient aussi les Gilets jaunes, mais pas de la même ampleur qu'en France. Je ne crois pas. Là, j'ai vu que je n'y étais pas. J'ai vu qu'à Montpellier, lors d'un regroupement de gilets jaunes, l'acte 80, que figurez-vous que les commerçants leur ont jeté des divers objets pour qu'ils arrêtent de manifester. Donc, ouais. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'au bout d'un moment donné, les gilets jaunes, ils ont fait des revendications. Ça a cassé le système économique de tous les commerçants, hein, petits, grands, moyens. Et qu'aujourd'hui, pour que l'économie reparte, il faut qu'ils ouvrent. Et s'ils ne peuvent pas ouvrir, maintenant... Alors, il y a la police qui réprimande, mais maintenant, il y a même les commerçants. Ça peut peut-être même dégénérer, cette affaire-là. Non, qu'est-ce que vous en pensez ? Brigitte ? Oui, moi je pense que oui, parce que là, effectivement, les commerçants qui auront ouvert ont le couteau sous la gorge. Hein. On est tous d'accord, ils ont une trésorerie qui est au plus bas et même au sous-sol. Je pense que ça va dégénérer forcément. En plus, imaginons une commerçante avec son employé qui prend en partie 2 ou 3 gilets jaunes et il suffit qu'il tombe sur 2 ou 3 cinglés, ça risque de déraper. Ouais, je pense. Sans être trop alarmiste, mais oui. On a des chances. Brigitte, un point de vue féminin dans ce truc-là ou pas ? Ou tu t'en fous ? Non, ou je te réveille peut-être ? Non, pas du tout. Non, mais je suis de l'avis de Luigi et de Paul. C'est sûr que s'il n'y avait pas eu les casseurs, au début, c'était quelque chose qui était justifié, quoi. Mais après, les casseurs se sont mis au milieu et donc on a cassé des boutiques, on a des vitrines, et ça c'est inadmissible. Tu peux manifester, tu peux dire tout ce que tu veux, mais sans casser et sans nuire aux autres catégories professionnelles qui, elles aussi, au début, ils étaient avec eux d'ailleurs, hein. C'est dommage. C'est pour ça qu'on a dû mettre des casseurs dedans. Alors, qui les a mis c'est encore un autre débat, mais c'est les casseurs qui ont fait que maintenant, on les oppose en fait. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Paul, diviser pour mieux régner, hein. C'est toujours pareil. Diviser pour exactement, ouais, c'est ça. Voilà. Alors un autre et le dernier sujet qu'on va aborder, c'est la réouverture des restaurants. Alors là, je suis tombé un petit peu par terre parce que quand on parle de la réouverture des restaurants, le Premier ministre cite 3 points. Lavage des mains, distanciation et je ne sais plus trop quoi. Et lors d'une interview, ça s'est produit hier, il y a eu un restaurateur qui est venu, un restaurateur étoilé, et il a reçu le guide des consignes qu'il faut qu'il mette au point. Le guide fait 15 pages. Donc c'est pas 3 petits points. Le guide, il fait 15 pages. Et il a dit, en plus, il était carré, il a dit, moi je suis cuisinier, maintenant je dois apprendre des trucs d'hygiène à mon personnel, et c'est un autre métier aussi. Alors, est-ce que vous pensez que c'est normal d'avoir, alors 3 points bien sûr, c'est peut-être facile pour tous les restaurateurs, mais un guide de 15 pages, est-ce que ça vous paraît un truc de fou ou ça vous paraît normal ? Je te rappelle, Guy Willy, que pour les écoles, c'était 60 pages le protocole. Ah ouais, non mais moi ça me... Ouais, alors ça je savais pas. C'était 60 pages, donc c'est encore... tu vois, voilà, c'est une aberration. Mais c'est un truc de fou quand même. Mais sans compter derrière les coûts que ça engendre, parce que mettre des cloisons en plexiglas, des trucs et des machins, ça coûte hyper cher. Alors déjà, quand ça fait 2 mois que tu n'as pas bossé et que tu n'as pas rentré en rond, et puis qu'en plus on te donne des charges supplémentaires qui peut-être vont être juste pour une petite période intermédiaire et qu'après ça ne servira plus à rien, moi je trouve que c'est ça qui est un peu curieux, quoi. Et Paul, en Belgique, ça se passe comment pour les restaurants ? Oui, bon, ils vont rouvrir chez nous.
ça s'appelle l'ORECA, le secteur ORECA, hôtel, restaurant, café. Vous qui avez beaucoup d'abréviations, la CAF, c'est toutes des abréviations. Vous ne connaissiez pas celle-là. Donc ORECA, hôtel, restaurant, café. Donc ils vont aussi pouvoir ouvrir, c'est le 2, le 3 ou le 8, je ne sais pas, je crois, pardon, je ne suis pas vraiment toujours l'actualité comme ça. Ils vont pouvoir ouvrir. 3 règles à respecter, c'est-à-dire la distanciation, 2, pas de service au bar, et 3, la fermeture à minuit. Honnêtement, qu'est-ce que la fermeture à minuit, si je ne prends que ce point-là, qu'est-ce que la fermeture à minuit va empêcher comme propagation éventuelle du virus? Bon. Je comprends, il y a sans doute une raison, parce que c'est quand même des experts qui étudient tout ça. Je suppose qu'il y a des raisons, mais je ne parviens pas à capter et à comprendre. Si, je pense qu'à minuit, on est plus dans les accolades, Paul. On est plus. Oui. Chaleureux, tu vois, voilà. Ça aussi, on a trop bu. Mais on s'en prend trop ici en Belgique. Mais nous, quand on a trop bu, on va manger un sachet de frites, on revient, on a de nouveau la forme. Tu vois, donc c'est pour ça qu'avant, il y avait beaucoup de frites en Belgique. Maintenant, ça a un peu tendance à disparaître. Mais bon, bref, on s'éloigne du sujet. Moi, aller au restaurant, je dois avoir 2 mètres de distanciation avec tout le monde. Je peux même pas aller boire mon café au bar. Et à minuit, il faut partir. Bon, aller à la limite, c'est encore raisonnable. J'ai pas envie d'aller au restaurant. Pardon pour les restaurateurs. Pourtant, moi, j'aimais beaucoup le restaurant. Je suis expert classé 11 ou 12, je crois, sur TripAdvisor. Donc, parce que j'ai fait énormément de restaurants et je faisais ma petite cotation. Jamais méchante, mais bon ou pas bon. Donc, j'aime bien les restaurants, j'aime ce milieu, mais si ça doit se passer comme ça, et beaucoup de gens ne vont plus aimer aller au restaurant. Donc, si c'est pour le bien, je veux bien, mais comme j'ai des doutes, voilà, c'est tout. Ça me fait penser à un reportage qui est passé à la télé il y a 2 ou 3 jours. Quelqu'un qui a inventé un concept fabuleux, c'est-à-dire tu es entouré, tu es assis à ta place au restaurant et tu es entouré avec une espèce de bulle en plastique. Alors même pour trinquer, tu peux même pas trinquer les 2 verres, tu tombes. Et ils avaient l'air de trouver que c'était absolument fabuleux et extraordinaire. Alors, moi, je suis comme Paul, plutôt que d'aller faire ça, je préfère rester chez moi. Ben oui, c'est clair. Oui, Surtout, moi, ce qui m'a alerté un petit peu, c'était dans les zones rouges, où en fait, notamment Île-de-France, où le service à l'intérieur des bars et des restaurants sera interdit. Donc uniquement les terrasses. Donc là, ça va être compliqué. Et puis encore une fois, tous les restaurants n'ont pas de terrasse. Donc là, ça va être compliqué aussi, quoi. Voilà. Et on le disait la semaine dernière, quand un restaurateur peut recevoir 20 ou 25 couverts, il va falloir qu'il divise par 2. Oui. Ça va être compliqué, ça va être compliqué. Pas possible. Alors, on parle des restaurants, mais on va avoir aussi la problématique de toutes les snackings aussi qui vont commencer à ouvrir. Et là, on sait très bien que c'est compliqué de la distanciation, quoi. Donc, et puis après, de toute façon, il y avait certains points aussi qui étaient abordés, comme le port du masque et de la charlotte en restauration. Moi, la charlotte, ça me pose pas de problème, parce que normalement, ça devrait être de facto. Paul, tu me diras, mais normalement, ça devrait être de facto. Le masque, bon. En cuisine. En cuisine, oui, c'est parfait. En cuisine, voilà. Oui, bien sûr. Après, bien sûr. les masques, bon, pourquoi pas, voilà. Mais c'est vrai que j'ai du mal à avoir un cuisinier avec un masque toute la journée sur des fourneaux, bon. Mais bon, il Les faudra. fourneaux et tout. Non, Voilà, ça va être compliqué. pas Voilà. tenable. Donc, encore une fois, je pense que c'est une façon de positiver le déconfinement, parce qu'il faut que ça reparte. Mais encore une fois, c'est vrai que je pense que c'est aussi compliqué à mettre certaines choses en place. Et puis en plus, on nous donne des directives et au restaurateur ou à l'hôtelier ou au directeur de piscine de le mettre en place. C'est-à-dire qu'on ne sait pas comment il faut faire. Oui. Voilà. Le restaurateur, on lui dit il faut faire ça, mais est-ce que dans ce restaurant, ce qu'il va faire, est-ce que ça va être judicieux, est-ce que ça va être sécuritaire, etc., etc. Il ne le sait pas. Voilà. Est-ce que vous pensez qu'on va perdre beaucoup de... Est-ce que vous pensez... De s'exécuter, c'est tout. Ouais, voilà. Est-ce que vous pensez qu'on va perdre beaucoup de restaurateurs, que ce soit en France ou en Belgique? Oui, je suis persuadé qu'en France, on a des gens qui vont mettre la clé sous la porte. Oui,
que ce soit restaurateur ou même en entreprise. Et là, j'ai discuté encore avec un collègue ce matin, un collègue à lui qui a une entreprise, une petite entreprise, je sais plus de quoi. Il ferme, il est obligé de fermer parce qu'il peut plus, quoi. Voilà. Donc il m'a dit il vend, je dis il vend, mais le problème c'est qu'il va vendre à qui? Ça va être compliqué, mais le gars peut plus, quoi. Voilà. Donc je pense que oui, on va avoir des restaurateurs qui vont fermer, quoi. Voilà. Ouais, je pense. Paul? Pareil en Belgique, je suis persuadé que déjà que maintenant ils ont quand même pris un sale coup quand même, enfin comme beaucoup, mais particulièrement eutre. Il y a une aide, mais je ne connais pas le montant, mais bon, est-ce que c'est conséquent, est-ce que c'est suffisant ou pas? Et redémarrer, d'accord, s'ils pouvaient redémarrer à fond, mais non, un tout petit peu. Est-ce que ça va être suffisant pour se refaire une trésorerie et de pouvoir continuer et persévérer dans l'avenir? J'ai des doutes. Bah, c'est surtout de réussir à faire du chiffre d'affaires avec moins de clients, Mais c'est ça. les mêmes charges. Les mêmes loyers. Moi, je connais quelqu'un qui a un petit restaurant à Gruissant et où c'est problématique parce que le loyer, même s'il y avait interdiction de demander le loyer, le propriétaire, lui, il s'en fout, il a demandé quand même. Donc, c'est lettre d'huissier, etc. C'est du stress aussi parce qu'il faut y penser à ça aussi. Donc, moi, ça m'a l'air en tout cas très compliqué, la réouverture des restaurants. Pour ceux qui en ont les moyens, qui peuvent, c'est un restaurant qui a 100 places, je veux bien, il est réduit à 50. S'il réussit à faire son chiffre, payer son loyer, son eau, son électricité, ses charges et son personnel, bravo, mais ils vont pas être nombreux, je pense. Après, si son seuil de rentabilité, c'est 50 couverts, tant mieux. Oui. À la limite, c'est que voilà, mais peut-être qu'il va pas remplir 50 couverts tous les jours. Ouais, quand ils ont créé leur entreprise, démarré leur entreprise, il y a un calcul qui a été fait sur base de 100 places, par exemple. Donc, pour rentabiliser les frais et sortir éventuellement un petit salaire ou un petit bénéfice. Mais si on passe à 50, ils vont, je sais pas, ça me semble impossible à réaliser. Si, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont réduire leur personnel, mais c'est le personnel qui aussi, va bien sûr. Encore une fois chargé. Ouais. Tout à fait. Ouais. Alors ma dernière question pour tous les trois, quand pensez-vous qu'on va sortir de ce Covid et qu'on pourra, on va dire, revivre normalement notre vie? On commence par Brigitte. Honneur. Moi je dirais que là on est presque... Allez, il faut se mouiller, il faut me sortir un truc là. Moi, je dis que début juillet, c'est bon. Je suis toujours positive et optimiste. Paul? J'ai très envie de rejoindre Brigitte. Enfin, dans la parole, là, voilà, dans ton idée. J'ai très envie de rejoindre cette idée, oui. Comme je ne crois pas à la base, oui. Eh bien, le plus vite possible. Voilà. Et toi, Louis? Moi, j'ai un tout autre avis. Je m'excuse des fois de être un peu alarmiste. Moi, j'ai toujours peur de la seconde vague parce que je le vois pas partir, ce virus. Je le vois se mettre en sommeil et j'ai bien peur qu'on passe l'été comme ça, tant bien que mal. À l'hiver, ça reparte. Et à mon avis, tant qu'on n'a pas malheureusement trouvé une solution et un vaccin qui devrait arriver, j'espère. Alors les experts disent entre 1 et 2 ans. On sait très bien que là, on n'ira pas jusqu'à 1 an ou 2 ans, mais à mon avis, moi je dis fin d'année, voire début d'année prochaine. Voilà. Mais là... En étant vraiment un petit peu alarmiste. J'espère que tu te trompes, Luigi. Oh oui. Et la chloroquine, je dis. Et la chloroquine. La chloroquine avant que ce soit. Eh bien, écoutez, les amis, ça fait presque 1 heure qu'on est en train de discuter ensemble. En fait, là, tu nous sors les verres du nez, mais toi, c'est quoi ta position? Septembre. Oui. Septembre. Moi, je pense qu'on sera sorti en septembre, et je pense même s'il y a des vaccins, ça va être un gros bordel parce que ça va être. Moi, je pense qu'il y a des gagnants, et il y a des perdants, et il y en a en ce moment qui doivent s'en mettre plein les poches. Et quand on est dans des situations comme ça, je veux dire, je trouve ça un petit peu dégueulasse, quoi. Parce que voilà, il y a un mouvement de solidarité qui s'est créé pendant le confinement. Le déconfinement arrive, on s'aperçoit vraiment qu'il y a moins de solidarité.
Et je trouve ça un petit peu... c'est un peu dégueulasse que le Français puisse se dire « je pense qu'à ma gueule » et puis après l'autre on verra. Alors qu'il y a un mois, il disait ah non mais je fais attention à l'autre, tu portes ses courses, je fais ci, je fais ça. Donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage et j'espère que les gens vont un peu mieux réfléchir et qu'ils vont toujours apporter leur soutien aux autres. Voilà, messieurs, dames, merci. Merci à toi Paul, merci Luigi, merci Brigitte. On se dit rendez-vous pour le prochain live, ça sera lundi et nous serons avec la police secours de Nîmes. Voilà, merci beaucoup et à lundi, passez un bon week-end. Ciao, ciao. Au revoir, Brigitte, au revoir. Voilà.